Yohan, question GOAT pour toi, mais pas le meilleur de tous les temps simplement en arts martiaux mixtes, mais selon toi, le meilleur athlète, tout sport de combat confondu, toute discipline confondue. Là, on peut aller dans la boxe, on peut aller dans la lutte, on peut aller bien sûr dans les arts martiaux mixtes, tout ça. Je suis curieux de t'entendre là-dessus parce que ça me fait je réfléchis pas mal à ça là, cette semaine en vue de l'UFC 316. Des athlètes comme Georges Saint-Pierre qui ont démontré des niveaux vraiment différents au niveau des athlètes. Quand Georges Saint-Pierre est arrivé dans les arts martiaux mixtes, il a montré une facette, la natation, l'athlétisme, des sports olympiques, la gymnastique énormément, exactement, des sports olympiques qui ont fait en sorte qu'on a vu les sports de combat d'un angle différent. Fait que c'est sûr que des gens comme Georges Saint-Pierre, pour moi, c'est des GOATs. C'est un gars qui est tellement complet dans tous les sphères. Mais c'est sûr qu'on a d'autres grands athlètes. J'ai devant moi Kobe Bryant puis Michael Jordan parce que chez moi, j'ai 2 grands cadres en avant de moi. Ça, c'est des leaders qui ont été capables de monter une équipe, d'avoir des gens autour de eux et de faire en sorte que tout le monde gagne ensemble. Donc ça, c'est une sorte différente de GOAT. Je pense qu'on a des gros athlètes comme ça là, qui sont inspirants. Là. Je pense à ça parce que je regarde le palmarès de Kayla Harrison dans sa carrière sportive, puis je me dis qu'elle a les arguments peut-être. Et on va en parler tantôt quand on va mettre la table pour l'UFC 316, mais j'ai hâte de t'entendre là-dessus, mais tu regardes son CV, là, honnêtement, assez impressionnant. Merci. Bienvenue à tous au SOS Podcast. SOS! Attention, ça va frapper. Spectaculaire, flamboyant. Des athlètes de haut niveau. Des champions des arts martiaux. Préparez-vous, le combat commence. Dans l'octogone, Ben Baudouin. SOS Podcast! Eh oui, Ben Baudouin, Yohan de White Lion Linnes, à distance, à la maison. Tu nous manques en studio, mon cher ami, mais c'est pour une bonne cause, puisque la petite a le fameux pied-main-bouche. Écoute, pour ceux qui ont des enfants à la garderie, là, vous savez pourquoi Yohan ne peut pas se déplacer aujourd'hui. Ouais, il faut prendre soin de la petite toutoune aujourd'hui, là, mais bien content d'être ici à distance, d'être capable de faire ça à distance avec toi, mon frère. L'important, c'est qu'on puisse se parler parce qu'on a beaucoup de choses au menu aujourd'hui au podcast. Retour, bien sûr, sur l'événement de la semaine passée avec une situation totalement inédite. En tant que combattant, en fait, ancien combattant de l'UFC, mais je veux dire, t'es pas à l'abri de ça, mais honnêtement, on avait rarement vu ça. Pour ceux qui sont pas au courant, on a eu une annulation de combat, littéralement, à 1 minute d'avis en fin de semaine du côté de l'Apex. On met la table dans quelques minutes aussi pour l'UFC 316. 2 combats de championnat. Merab Dvalishvili contre Sean O'Malley, on est chez les poids coqs masculins. Et Juliana Pena, la championne des poids coqs féminins qui met sa ceinture en jeu contre Kayla Harrison. Et bien sûr, on termine l'émission avec toutes les nouvelles dans le monde des arts martiaux mixtes. Retour notamment sur le gala de Samouraï vendredi dernier. OK, Yohan, Blanchfield contre Barber. Erin Blanchfield devait, on va le dire comme ça, affronter Maycee Barber. On avait mis la table la semaine passée. C'est un combat important à 125 livres chez les dames. Écoute, on regardait ça samedi. Tout juste avant le combat final, là, je veux dire, on fait... Et pour ceux qui je vais vous donner des petits secrets là, de comment ça fonctionne en télévision, tout ça, il y a un montage. Tout juste avant chaque combat de l'UFC, il y a un montage qu'on appelle un feature, un combo feature qui présente les combattants, combattantes. Je veux dire, on a eu le temps de rouler à la production, de rouler ce reportage-là. Puis pendant que le reportage, on est à quelques secondes là, de la marche des combattantes, pendant que ce reportage-là est en onde, on apprend que le combat n'aura pas lieu. Maycee Barber, problème de santé. Apparemment, elle aurait fait une espèce de crise d'épilepsie ou quelque chose comme ça à sa sortie du vestiaire. Bref, Yohan, ta réaction initiale quand tu as vu que ce combat-là n'avait pas eu lieu, puis je veux dire, si tu te mets dans les souliers d'Erin Blanchfield, c'est pas évident. Là. Ah, c'est pas évident, puis... Il y a personne qui est préparé à ça. On est préparé à le combattant fait pas le poids, on est préparé à une blessure 2 semaines avant le combat. Mais souvent, on dit que dès que la pesée est faite, ça vient de sécuriser le combat. On s'assure que le combat est là. Fait que c'est sûr que là, 1 minute avant le combat, l'échauffement est fait, tout, là. Exactement. C'est irréel. C'est irréel. Donc, je me mets dans les culottes de Blanchfield. Je dois même pas y croire. Je dois même pas croire ce qui se passe en ce moment.
ça doit tellement être décevant parce qu'un camp d'entraînement complet, le stress, tout était fait. On était prêts à combattre. C'était le soir même. Donc, c'est sûr que c'est un gros pas de recul pour elle de pas pouvoir savourer cette performance-là. Là. La bonne nouvelle pour elle, c'est qu'elle a été payée non seulement sa bourse initiale, là, on appelle ça show money, là, c'est-à-dire que la bourse, lorsqu'elle a réussi la peser et se présenter au combat, et la bourse également en cas de victoire, là, parce qu'on sait qu'on double nos bourses à l'UFC en cas de victoire, donc elle n'a pas financièrement, elle est OK, mais avec une victoire, elle se plaçait potentiellement en liste pour un combat de championnat. Je pense qu'elle peut peut-être oublier ça, là, Erin Blanchfield. Et Barber aussi, par le fait même. Là. Oui, elle peut oublier ça. Puis, tu sais, de ce qu'elle semblait dire, c'est qu'elle n'est pas intéressée à avoir un combat revanche ou que le combat soit reporté. Puis, tu sais, je la comprends, là. On veut pas tenter ça une deuxième fois. Tu sais, elle fait du surplace, malheureusement, en ce moment. Comme tu l'as mentionné, pouvait passer d'une position vraiment à aller chercher un titre, là, tu sais. Puis là, malheureusement, elle va devoir faire peut-être 2 autres combats avant d'avoir une position pour le titre. Donc, c'est sûr que c'est très frustrant pour elle. Là. Bon, la façon dont ça s'est fait, c'est surprenant. Honnêtement, depuis que je suis les arts martiaux mixtes, une annulation aussi tardive, comme je vous dis, je pense qu'on n'avait jamais vu ça. Par contre, on tombe pas nécessairement en bas de notre chaise d'apprendre que Maycee Barber n'a pas été en mesure de combattre. C'est un sujet récurrent de la semaine précédente et dans les entrevues que j'ai faites avec elle, et on en a parlé ici la semaine passée, Johan, elle expliquait, elle a eu d'énormes problèmes de santé, un virus un peu mystérieux qui lui cause beaucoup de soucis, des hospitalisations. Et là, on n'a pas la confirmation, mais on peut soupçonner que c'est ça. Là. Elle avait pas fait le poids non plus. Elle avait, une demi-livre, c'est pas la fin du monde, mais elle avait eu de la difficulté à faire sa coupe de poids. On peut présumer que ça a un lien, peut-être. Et là, à 27 ans, tout ça, elle doit aller au fond des choses. Là. Donc, ça faisait déjà 15 mois qu'elle ne s'était pas battue. Combien de mois encore elle va être sur le carreau pour aller vraiment au fond des choses et trouver la bonne médication, peut-être, pour retrouver la santé? Oui, parce que, tu sais, il faut falloir qu'elle se pose des questions parce que la déshydratation, l'alimentation, l'entraînement, le stress du camp d'entraînement, le sommeil, tout ça, c'est des facteurs qui affectent un petit peu ta santé, veux pas. Puis inconsciemment, si en plus de ça, sa santé était déjà mise à risque avant, là, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé avec Barber. Par contre, si c'est une crise d'épilepsie ou autre, elle peut pas se permettre de se relancer dans des camps d'entraînement un peu à l'aveuglette comme ça, sans mettre le doigt sur le pourquoi. À l'âge comme elle est rendue, comme tu l'as mentionné, c'est important de mettre le doigt sur le bobo pour savoir où c'est qu'on s'en va. Puis, tu sais, je pense que sa carrière à l'UFC devrait prendre une petite place de côté pour focusser sur la santé. Là. Ouais, je pense que c'est ce qu'un... Et sur le coup, Blanchfield avait été fâchée. Elle a parlé de manque de professionnalisme et tout ça. Le lendemain ou dans les heures suivantes, là, elle s'est un peu reprise en disant, regardez, le manque de professionnalisme, c'est la pesée. Elle n'a pas fait le poids. Bon, évidemment, il y a des enjeux, tout ça. C'est sûr que la santé, c'est primordial. C'est pas nécessairement de sa faute si... c'est ça, là, si elle a fait une crise quelconque ou une réaction physique, je veux dire, c'est pas par manque de volonté ou de professionnalisme, c'est clairement un problème de santé. Donc, Blanchfield s'est un petit peu rétracté à ce niveau-là parce que, évidemment, personne n'est à l'abri d'avoir des pépins de santé. Mais en tout cas, c'est vraiment, vraiment dommage pour Barber. Puis on a été privé, en fait, d'un combat important dans cette catégorie-là. Et on peut comprendre la frustration du côté de Blanchfield. Mais oui, comme tu l'as mentionné, c'est un combat qu'on attendait tous. C'est un combat qui était très important. C'était 2 aspirantes au titre. C'est sûr que c'est très décevant. Je pense que la seule chose qu'on peut faire, c'est juste de souhaiter à Barber un bon rétablissement puis de souhaiter à Blanchfield une bonne continuité dans cette division-là. Exactement. OK, la finale on va suivre ça, en fait, là, et entièrement d'accord avec ce que tu viens de dire concernant Barber. La finale, ce qui aura été finalement la finale, c'est un bon combat entre Mateusz Gamrot et Ludovic Klein. Bon combat... il y a eu une tentative de retour à la toute fin de Klein, mais je pense que globalement... il a connu un bon début de 3e round, en fait, là, mais par la suite, Gamrot a retrouvé le dessus. Il avait dominé les 2 premiers rounds. On a vu qu'il y avait une énorme différence au niveau talent, au niveau qualité athlétique, au niveau d'athlète en arts martiaux mixtes, là, globalement, entre Mateusz Gamrot, le Polonais qui est classé 7e, et Ludovic Klein qui était sur une belle séquence, mais qui n'était pas dans le top 15. Là, puis on a compris pourquoi. Non, Klein qui était sur une belle séquence, comme tu l'as mentionné, mais qui avait rien vu un peu de l'UFC, des vrais combattants du top 15. Et quand on sait Gamrot qui avait affronté
de gros combattants, de très gros noms. Donc là, Gamrot qui a démontré vraiment qu'il mérite d'être dans le top 15, qui est pas 7e pour rien. Tu sais, 6 amenés au sol durant le combat, puis on le sait, c'est un combattant qui est très solide sur ses pieds, sur son combat debout aussi. A vraiment démontré la différence entre le top 10, je dirais, de l'UFC et ceux qui arrivent. Même si Klein était sur une belle lancée, là, 4 victoires ou 3 ou 4 victoires consécutives. Là. Ouais, il était invaincu en fait en 7 combats. Là, je pense 6 victoires, 1 combat nul pour Ludovic Klein. Puis tu parlais des amenés au sol, c'est ça. Puis on le disait, c'était un aspect à surveiller parce que Klein avait la meilleure défense contre les projections dans l'histoire des poids légers de l'UFC. Puis il s'est fait amener au sol 6 fois. Donc ça donne une idée de la qualité des lutteurs qu'il avait affrontés auparavant et à quel point Gamrot... Et on comprend, et à la lumière de ce combat-là, on comprend pourquoi il n'y a pas personne dans le top 10 ou même dans le top 5 qui va affronter Mateusz Gamrot. Là. Je veux dire, ça a été ça, c'est pour ça qu'il a été obligé d'affronter Ludovic Klein, parce que personne ne voulait l'affronter. Et là, on comprend pourquoi. Il est ultra dangereux, puis un gars du top 5 ne veut pas risquer sa position contre un gars qui est 7e puis qui est ultra dangereux. Mais là, à un moment donné, pour que tout le monde avance, puis pour offrir aux fans... quelque chose d'intéressant, il va falloir que quelqu'un ose l'affronter ou que l'UFC mette ses culottes et dise un gars du top 5, c'est lui ton prochain. Là. Oui, parce que ça doit être frustrant pour Gamrot en ce moment, qui est classé 7e, qui vient d'affronter un combattant qui était sur toute une lancée, un gars dangereux, mais qui n'était pas classé encore. Là, Gamrot qui domine complètement Klein, par contre, qui fait du surplace, 100%. Qui reste 7e, pas vraiment d'avantage pour lui en ce moment ou d'avancement dans le classement. Puis comme tu l'as mentionné, c'est un combattant qui est tellement dangereux. Il n'y a pas grand monde dans le top 10 qui vont voter ou lever leurs mains pour affronter Gamrot. Là. Donc, j'ai vraiment hâte de voir c'est quoi la suite pour lui. Chose sûre, j'aimerais le voir contre un adversaire du top 5. Là. Il est rendu là, puis il a démontré qu'il n'est pas juste dominant sur son combat debout. 6 amenés au sol contre Klein, c'est vraiment impressionnant, comme tu l'as mentionné. Klein, c'était vraiment, au niveau des défenses d'amener au sol, il avait la meilleure moyenne dans l'UFC, donc c'est vraiment impressionnant. Sais-tu quoi? Je regarde les classements, là. Bon, Tsarukyan est 1, Oliveira se bat contre Ilia Topuria le mois prochain, on oublie ça. Gaethje, Holloway, Dustin Poirier, 4 et 5 s'affrontent aussi cet été. Là, il reste Gaethje, 3e. Là, il y a de plus en plus de rumeurs que pour un combat contre Paddy Pimblett qui est 8e. Paddy Pimblett? Sais-tu quoi? Tsarukyan, là, honnêtement, moi, je trouverais ça dommage pour lui parce que il lui devait se battre pour le titre en janvier. À la dernière, on parlait d'abandon de dernière minute. Ça lui est arrivé aussi. Là, à quelques heures, lui, d'un combat, a dû déclarer forfait. A perdu beaucoup de plumes aux yeux de l'UFC, donc est un petit peu sur la ligne de touche présentement. Mais Mateusz Gamrot a déjà battu Arman Tsarukyan il y a quelques années. Wow. Pourquoi pas faire une revanche? Puis honnêtement, je pense que Tsarukyan avait gagné ce combat-là, je m'en rappelle très bien. Ça a été ultra serré. À mes yeux, je ne parle pas d'un vol, là, mais à mes yeux, j'avais donné la victoire à Tsarukyan, mais je veux dire, ça serait un vraiment bon combat à faire. Si on veut dire à Tsarukyan, il faut que tu ailles en chercher une autre victoire avant une autre chance au titre, il va battre Gamrot, puis tu vas l'avoir mérité. Je pense que ce serait... Puis si Gamrot devait gagner encore, là, ça le propulserait, là. Complètement. Puis Tsarukyan, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, veut pas, là, tu sais. Ça fait longtemps qu'il s'est pas battu, là. Tu sais, il déclare qu'il veut une chance au titre, ça pourrait être vraiment une bonne voie pour lui, d'écoute, une bonne marge de négociation pour l'UFC, de dire affronte Gamrot après une victoire. Tu sais, ce combat-là pourrait être une course vers le titre, là. 100%. Je lance ça dans l'univers comme ça, mais ouais, Gamrot a besoin d'adversaires plus coriaces, sans rien enlever à Ludovic Klein, mais c'était pas le même calibre. OK, UFC 316, mettons la table pendant plusieurs minutes, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. C'est une super belle carte, on en parlait justement avant de commencer l'enregistrement. Beaucoup de bons combats, surtout sur la carte principale, mais bien sûr, la cerise sur le Sunday. Les deux cerises sur le Sunday, c'est les deux ceintures à 135 livres. Commençons chez les hommes. Merab Dvalishvili contre Sean O'Malley. Revanche, bien sûr, de l'UFC 306. On se rappelle comment ça s'est passé. Domination totale de Merab Dvalishvili avec plusieurs amenés au sol. A vraiment neutralisé Sean O'Malley. Et ma première question pour toi, c'est est-ce que Sugar Sean méritait une revanche ou une chance au titre immédiatement? Il s'est pas battu depuis, lui. Selon moi, il méritait une chance, puis je vais t'expliquer pourquoi. Il a quand même été très dominant. Sean O'Malley a été un peu dominant dans sa catégorie, a été surtout spectaculaire, puis a surtout volé
le spectacle de cette catégorie-là tellement longtemps, tu sais, que quand il est devenu champion, c'est devenu comme la tête d'affiche de l'UFC. Mm-hmm. Il a fait des belles performances. Je pense que c'est un combattant qui a amené beaucoup à l'UFC. OK, à son dernier combat, je pense qu'il s'est pas présenté. Je pense pas que Sean O'Malley s'est battu comme il aurait pu se battre. Comme il avait pu se battre, pardon. Il s'est battu... Je pense qu'il s'est battu la tête perdue un petit peu. J'aurais aimé le voir bouger les pieds, beaucoup plus de distance, s'enfuir de Merab. J'ai comme l'impression que Merab a joué dans sa tête, qui a réussi à couper la distance facilement. Sean O'Malley, c'est un combattant très intelligent. C'est un combattant qui est technicien, qui est intelligent. J'ai l'impression que ce combat-là, il avait laissé l'intelligence un petit peu de côté, puis il s'est battu plus avec son cœur. Ouais, intéressant. Faut dire aussi qu'il y a un manque d'aspirants clair. Il n'y a pas personne à 130. Il y a beaucoup de très, très bons combattants, mais ils s'entretuent un petit peu entre eux. Il y a comme personne dans le top 5 qui est comme sur une séquence victorieuse. Tu sais, moi, je pense à Corey Sandhagen qui vient d'aller chercher une grosse victoire, mais il avait perdu son combat précédent. Deiveson Figueiredo vient d'en perdre 2 de suite. Tu sais, je vois Peter Yan qui est sur une séquence de 2 victoires, mais il y a pas longtemps, il a perdu et contre O'Malley et contre Dvalishvili. Donc, tu sais, ce qui arrive, c'est, comme tu l'as mentionné, Ben, c'est drôle parce que dans cette catégorie-là, on dirait que les gars, ils en gagnent une, ils en gagnent 2, on pense qu'il va devenir aspirant, boum, il en perd une. Puis là, c'est la même chose de chaque côté, fait que les gars réussissent pas à aller filer comme un 3-4 victoires consécutives pour dire, bon, ben, c'est sa chance au titre. Que ce soit clair, que ce soit clair, net et précis, que ce soit son tour à lui, là, c'est ça. Exactement, ouais. À quoi tu t'attends pour en fin de semaine? Tu t'attends donc à ce que Sean O'Malley ait appris ses leçons et soit bien meilleur que la dernière fois? Écoute, on semble voir un Sean O'Malley complètement différent. Il dit qu'il a changé beaucoup de choses dans sa vie. Il dit qu'il a lâché beaucoup les réseaux sociaux. Il parle de consommation aussi, que c'est quelqu'un qui prend beaucoup de cannabis. Je pense qu'il a fait beaucoup de changements au niveau de son entourage, de ses habitudes de vie. Sans me dire qu'il a le focus à la bonne endroit. Je lui souhaite. Moi, je trouve que c'est un beau champion. Je trouve que c'est un grand champion. J'aime ce qu'il amène à l'UFC. J'adore le personnage de Merab aussi. J'aimerais voir une trilogie, c'est pas compliqué. Moi, je veux que Sean O'Malley gagne ce combat-là, puis qu'il fasse une trilogie par la suite. J'adore les trilogies, donc je souhaite à O'Malley de revenir en force puis de donner la chance à Merab de revenir, parce qu'on le sait de l'autre bord, Merab, je sais pas s'il prend O'Malley au sérieux ou si, parce que là, on entend « Ah, je me suis blessé, finalement, il m'est arrivé. Je suis moins motivé », donc j'ai hâte de voir où est-ce que ça va aller, ce combat-là. J'ai parlé à Sean O'Malley plus tôt cette semaine, qui, lui, en fait, je lui ai demandé c'est quoi le plus gros changement, parce que tu as mentionné changement au niveau de ses habitudes de vie. Il a arrêté de fumer de la marijuana. Il s'est vraiment retiré beaucoup plus des médias sociaux. Il est moins présent, se concentre beaucoup plus sur l'entraînement et tout ça. Mais il dit le plus gros changement, ça a été la santé. C'est que la dernière fois, il était blessé à une hanche. Et pendant son camp d'entraînement, il a presque pas pu lutter parce qu'il était blessé sérieusement. Quand tu peux pas t'entraîner en lutte contre... Tu t'apprêtes à aller affronter peut-être le meilleur de l'UFC, toutes catégories confondues en Merab Dvalishvili, c'est pas l'idéal. Cette fois-ci, c'est différent. Il a subi une chirurgie, il est à 100%. Donc, c'est ça la différence selon Sean O'Malley. Et ça n'a jamais été une question de focus, de concentration ou même de motivation. On va écouter Sugar Sean là-dessus. The last camp, I didn't lack in discipline. I wasn't doing stuff I shouldn't be doing. I was disciplined. I was dialed. I was focused. I just couldn't do what I needed to do. This camp, I've, took it to maybe, I guess, another level of that. But, when I'm in camp, I'm locked in, I'm dialed in, I'm ready to go. This camp, yeah, it's been great. I've just been able to prepare the correct way. Et je suis d'accord avec ce que tu as dit, Yohan. Il y a peut-être un renversement des tendances. Peut-être que la dernière fois, c'est Merab qui devait aller chercher la ceinture, qui était ultra concentré, alors que Sean O'Malley était au sommet, c'était lui le champion. Et là, inversement là, on sent un O'Malley beaucoup plus hargneux et un Merab peut-être un peu plus tête en l'air, se dire on dirait que je le sens moins, tout ça. C'est particulier, là. Oui, parce que on le sait, O'Malley a eu une ascension assez rapide à l'UFC, il a eu beaucoup de succès, avait pas vraiment connu l'adversité. On avait pensé à un combat contre Peter Yan. On se disait que c'était fini O'Malley, là, il allait pogner Peter Yan, puis
ça allait être le combat qui allait vraiment nous montrer que O'Malley finalement était pas si bon que ça. Puis il a fait tout un combat contre Peter Yan. Puis je pense que c'était la première fois contre Merab qui se faisait vraiment, écoute, il s'est fait dominer là pendant 5 rounds. On a senti qu'O'Malley avait aucune solution. Il était frustré. À un moment donné, il a frappé Merab après le sifflet là, et tout ça. Exactement. Vraiment, on a vu qu'il était plus concentré du tout. Fait que je souhaite que là, il semble avoir le focus à la bonne place, comme on vient de l'entendre, comme on vient de le voir. Donc, j'ai vraiment hâte de voir cette version-là de Sean O'Malley. C'est quand même 12 victoires de suite, là, Merab Dvalishvili. Il n'a pas perdu depuis 2018. C'est un spécialiste, par contre. C'est pas le gars le plus spectaculaire. C'est spectaculaire dans la méthode. C'est un gars qui a du cardio à n'en plus finir. On l'a vu contre Nurmagomedov, qui était complètement, à son dernier combat, le Umar Nurmagomedov, qui était complètement vidé au 4e et 5e round. Et Dvalishvili, lui, continuait à faire ce qu'il voulait, puis continuait à avoir un rythme effréné. C'était impressionnant. Mais il n'est pas impressionnant au niveau des victoires avant la limite. Là. Je regardais ça. Là, ses 5 dernières victoires, c'est par décision. Au total, là, il a 15 décisions en 19 victoires. On le sait, c'est quoi, Merab? C'est de la lutte et du cardio. Puis si vous réussissez à vous relever, peu importe si vous réussissez à vous relever, il va réessayer à vous ramener au sol. Il va peut-être vous amener au sol 15 fois durant un combat. Vous allez vous relever 15 fois, mais il va continuer. Exact. Mais tu sais, c'est ce qui fait que je pense que Sean O'Malley se doit, ce combat-ci, d'avoir une bonne distance puis de se faire respecter au bon moment. On a senti Sean O'Malley dans ce combat-là vouloir échanger avec Merab. Je pense pas que c'est la solution d'échanger avec lui. Je pense que la solution, c'est d'être, pardonnez-moi l'expression, là, un peu comme un sniper, là, de toujours être à reculons, puis d'essayer une bonne shot, un bon coup qui va stopper la cible, changer un angle, reculons à reculons. Puis on le sait, Sean O'Malley est capable de nous sortir des coups de pied à la renverse, des coups de genoux à la volée. Il est capable de faire des choses vraiment spectaculaires. Donc, c'est le Sean O'Malley que je m'attends de voir. Peut-être un coup de genou à la volée en commençant le combat pourrait stopper la lutte un petit peu de Merab puis le faire penser un petit peu plus, ouvrir des portes pour autre chose. On va voir. Et c'est drôle que tu parles de ça parce que j'ai fini mon entrevue avec lui en lui demandant c'est quoi le secret. Est-ce qu'il y a une méthode est-ce que tu peux utiliser ton striking pour contrer ses amenés au sol, puis il a dit un bon coup de genou d'en face. Ça a été ça sa réponse. OK. Vous êtes allé à ça fonctionne généralement bien. C'est ça, exact. OK, Juliana Pena contre Kayla Harrison. Bon, je reviens à notre introduction, Yoann, du début d'émission. Puis je te parlais du CV de Kayla Harrison. Juliana Pena est présentement la championne, mais elle est négligée à 8 contre 1. Kayla est favorite à 8 contre 1. Il n'y a pas grand monde qui donne une chance à Juliana Pena de conserver sa ceinture parce qu'Harrison, en arts martiaux mixtes, c'est 18 victoires, une seule défaite. Beaucoup de victoires, 6 par KO, 7 par soumission. Elle peut vous battre de toutes les façons. 2 fois championne de la Professional Fighters League. Donc, elle a déjà 2 titres majeurs à son palmarès et elle pourrait ajouter lors de l'UFC cette fin de semaine. Et dans sa carrière précédente au niveau du judo, elle a été 2 doubles médaillées olympiques. Donc, 2 fois, 2012 et 2016, championne olympique en judo. Et elle a un championnat du monde, championne du monde également, une fois. 3 médailles globalement au championnat du monde, de multiples médailles. Je te parle de dizaines dans des compétitions internationales. Et quand je te parle d'athlètes en sport de combat, généralement, et d'athlètes multisports, là, honnêtement, je regarde ça puis je me dis... il n'y a pas grand monde qui a ce CV-là présentement. Souvent, on se spécialise dans un seul sport. Elle a atteint les plus hauts sommets dans des disciplines, oui, similaires, mais différentes en même temps. Là. Je veux dire, les judo et les arts martiaux mixtes, c'est pas pareil du tout. Là. Ah non, je suis complètement d'accord avec toi. Rapidement, on penserait, mettons, à des Sekujo ou des Daniel Cormier qui ont peut-être fait ça, qui ont été chercher vraiment un niveau Cejudo Triple C, parce qu'il a été... D'ailleurs, avec Harrison n'est pas encore championne de l'UFC, elle pourrait donner la 2e médaillée d'or olympique et champion ou championne de l'UFC. Et Cejudo, il l'a fait dans 2 catégories de poids différentes. Ça aussi, là, ça c'est impressionnant. Mais Cormier est allé au jeu, mais il n'a pas gagné de médaille. T'sais. Non, t'as raison. Mais c'est vrai que c'est des athlètes qui sortent du commun. Puis on l'a vu Harrison, qui est dominante comme elle est en arts martiaux mixtes. Une fiche de 18 victoires, une seule défaite. Honnêtement, c'est vraiment, vraiment impressionnant. Là-dessus, elle a terminé beaucoup de combats. Elle a seulement 5 décisions. Elle a un bon test en avant d'elle. J'ai hâte de voir Juliana Pena. On le sait, là,
a été championne de l'UFC, a affronté des gros noms, s'est fait respecter aussi. Donc, c'est un combat qui est très intéressant. On va vraiment voir si Kayla Harrison est aussi dominante que son CV le démontre. Là. Exactement. C'est seulement son 3e combat à l'UFC, faut-il le rappeler. Écoutons Kayla Harrison, parce que je lui ai parlé également, puis je lui ai parlé de pression. En fait, je lui ai dit, après tout ce que tu as accompli dans ta vie, est-ce que tu ressens encore la pression à l'aube d'un immense combat? Là? Yeah, I've been very blessed to chase my dreams for a long time now. And I think that pressure is a privilege. And one of the things I constantly remind myself is that I get to chase my dreams. I get to wake up every day and do what I love and try and be the best in the world at it. And not many people on this planet can say that. You know, I'm truly walking in my purpose. And so when it gets hard or scary or overwhelming, I go back to that and I try to come from a place of gratitude, and it seems to help. Alors oui, elle ressent encore la pression, mais c'est sûr moins qu'avant, moins qu'à ses débuts. Mais elle a dit aussi qu'elle était une personne qui... Il y a des athlètes comme ça. Hein. Plus la pression est grande, mieux ils performent. Et elle a dit qu'elle avait la chance d'être dans cette catégorie-là. De Kayla Harrison. Mais tu as raison, ce sera pas facile. Juliana Pena, on la discarte facilement. C'est pas la fille avec les plus grosses aptitudes, mais c'est une fille qui a du chien. Et elle l'a prouvé à maintes reprises. Sa victoire contre Amanda Nunes, je veux dire, les gens disent que c'est une... Oui, un niveau de chance, mais tu fais ta propre chance à un moment donné. Là. Oui, puis il y a personne qui lui donnait ce combat-là contre Amanda Nunes, puis elle a bien fait, elle a placé des bons coups. Tu sais, je veux dire, elle s'est tenue debout. Elle a un bon jiu-jitsu brésilien, Juliana Pena, il faut pas l'oublier, ça aussi. Par contre, c'est sûr que elle a peut-être pas été aussi active qu'elle aurait voulu dans les derniers temps. Son 3e combat en seulement 4 ans. On a une Harrison qui semble être au sommet de sa forme, qui semble tout gagner, tout rafler dans les derniers temps. J'ai hâte de voir le contraste un petit peu entre les deux. Par contre, c'est sûr que Juliana Pena, à moins d'une grande surprise, se laissera pas marcher sur les pieds à l'UFC par Harrison. Non, exact. Elle se laissera clairement pas marcher sur les pieds. Parce que j'ai demandé à Kayla Harrison qu'est-ce qu'elle pensait de son adversaire, en fait. Parce que je lui ai dit... je lui ai dit, toi, tu l'as étudié, vous avez regardé du vidéo et tout ça. Tu as peut-être une vision différente. Parce que les amateurs, eux, ce qu'ils voient en Juliana Pena, c'est une bagarreuse. Écoutons Kayla Harrison là-dessus. I mean, I think fans are right. OK. Yeah, I mean, I think her best attribute as an athlete is that she's got heart, that she's a fighter. And I think I'm better everywhere. I think that everyone has a puncher's chance, but I plan on making no mistakes on June 7th and putting out a dominating win. Everybody knows what we're walking into. And the beautiful thing is I've been with all of these coaches from day one. So we're all right here. We're all about to go realize the dream together. And from start to finish, I'm an ATT girl through and through. Alors, Kayla Harrison qui parle du cœur de Juliana Pena et du fait qu'elle est avec American Top Team. American Top Team, c'est l'ancienne équipe d'Amanda Nunes. Ils ont affronté 2 fois Juliana Pena. On la connaît très, très bien. Donc, avoir cette équipe-là, en plus, ça lui donne potentiellement un avantage. Et ça met la table peut-être, Yohan, pour finir là-dessus, sur le retour d'Amanda Nunes. Elle ne l'a pas caché, elle voudrait affronter la gagnante. Sortir de sa retraite pour affronter la gagnante. Oui, c'est sûr que ça peut être intéressant pour Amanda Nunes de revenir, spécialement contre Pena pour une revanche, ou contre Harrison, qui semble vouloir faire son nom comme étant la plus grande femme au niveau des arts martiaux mixtes. On le sait, Amanda Nunes, selon moi, était la plus grande combattante que l'organisation de l'UFC a eue. Oui. Si Harrison arrive comme ça ici et commence à jouer les troubles fêtes dans l'organisation de l'UFC, peut-être que ça peut motiver Nunes de revenir faire un bon comeback, là, un retour. Là. Voilà, donc 100% et 2 combats de championnat à 135 livres. Masculin et féminin cette fin de semaine à l'UFC 316. Rapido, on va passer la carte principale ensemble. Kelvin Gastelum contre Joe Pyfer. Ça, c'est une reprise d'un combat qui devait avoir lieu en mars dernier. Joe Pyfer est tombé malade la veille du combat. Un gros duel de cogneurs, en fait, surtout Pyfer. Gastelum, ça va pas super bien ces temps-ci. Honnêtement, bonne chance pour lui là, parce qu'il cogne fort, Joe Pyfer.
Très inquiet pour Gastelum. T'sais. C'est pas le Gastelum des temps qu'on a connus, les guerres de Adesanya ou quand il avait quand il a gagné Michael Bisping. Oui, ça fait longtemps qu'il est là, Gastelum. Ben oui. Là, il va contre Pyfer, qui est un jeune loup affamé, qui frappe comme un train. On le sait, Gastelum se fait souvent toucher. Hein? On le sait, Gastelum a tendance à se faire toucher dans les combats. Je pense que si Pyfer touche, c'est terminé. Là. Exact. Pyfer, c'est la première fois qu'on le voit depuis en un an, en fait. Son dernier combat, c'était contre Barrio. Contre Marc-André Barrio, il avait passé le KO au premier round. Mario Bautista contre Patchy Mix. On est de retour chez les 135 livres masculins. Bautista est classé 10e. Il accueille Patchy Mix dans l'organisation, ancien champion de Bellator, qui s'est pas battu depuis longtemps, dispute contractuelle, fait son arrivée comme plusieurs anciens de Bellator. Là. Ouais. Kayla Harrison en est une. PFL Bellator, qui sont maintenant dans qui appartiennent aux mêmes propriétaires maintenant. Puis, on a vu Pitbull, on a vu Ella Patchy Mix, on a vu Aaron Pico qui va faire ses débuts éventuellement. Bref, il y a vraiment on quitte le navire Bellator, PFL pour s'en venir à l'UFC, ces grands noms-là. À quoi tu t'attends? Ben, j'ai hâte de voir. Ça va faire 13 mois qu'il ne s'est pas battu. T'sais, on lui donne quand même un bon test. Là. Batista, c'est un bon combattant. Là. 9-2 à l'UFC. Il est sur 7 victoires consécutives en ce moment. C'est un combattant, comme je dirais, c'est un combattant qui n'est pas nécessairement classé en ce moment, mais qui est super dangereux, qui devrait être classé peut-être s'il continue à gagner des combats. Donc, j'ai hâte, il est quand même 10e. Il est quand même 10e. Ah, il est classé 10e. Oui, exact. Pardon. Batista, ouais. Mon erreur. Donc, c'est ça. Moi, Batista, j'adore son style. Je trouve que c'est un combattant qui est élégant, qui est grand, il est long, il est assez, il est complexe. Hein. Il va envoyer des coups de pied, il va envoyer des coups de genoux, il va envoyer des bons coups de poing aussi. Donc, il est très varié comme combattant. Un combat intéressant. Après 13 mois d'inactivité quand tu affrontes Batista, premier combat dans l'organisation de l'UFC, c'est pas un test facile. Non, exact. Mais c'est pas un test facile. Il devait affronter Marlon Vera initialement qui s'est blessé et Patchy Mix arrive en renfort ou en remplacement. Mais Batista, c'est ça, rendu dans le top 10, il faut que tu affrontes des gros noms. Malheureusement pour lui, il affronte un gars qui n'est pas classé, donc à quel point une victoire contre Mix va pouvoir le faire bondir. J'espère que et là, on pourra faire une émission complète sur les classements de l'UFC. Là, c'est assez subjectif. Les gens qui votent pour ça, c'est pas toujours les gars qui suivent ça ou les personnes qui suivent ça le plus. Mais j'ose espérer. Là, il n'est pas classé parce qu'il n'est jamais battu, mais il est peut-être de calibre top 5 ou top 7, tu sais, je veux dire, j'ose espérer que Bautista avec une victoire contre Mix, ben c'est ça, puis j'espère qu'ils vont potentiellement classer, gagne ou perd, puis j'espère que Bautista, s'il bat, il va avoir le retour qu'il mérite, dans le sens où, tu sais, Gamrot, il a battu facilement un gars qui n'était pas classé, il n'a pas fait de bon classement. Mais ça, c'est correct, parce que Klein était à l'UFC depuis longtemps. Alors que là, on a un nouveau à l'UFC qui n'est pas classé parce qu'il est juste nouveau dans l'organisation. J'espère que si Bautista gagne, on va quand même lui donner la récompense qui vient avec, c'est-à-dire une petite promotion dans les classements. Et rapido, Vicente Luque contre Kevin Harlan, ça c'est un bon duel de vétérans. Les deux sur des séquences coup-ci, coup-ça. Puis choc de style aussi. Harlan, très bon au sol, puis Luque plus un combattant debout. Là. Ouais, combattant debout. On le sait, Harlan qui a pas peur d'échanger debout non plus, qui est prêt à échanger debout aussi. Par contre, je pense qu'au niveau du combat debout, avantage Vincent Luque. Par contre, deux combattants qui se sont fait ébranler beaucoup dans leur dernier combat, j'ai hâte de voir. Harlan, 26e combat à l'UFC en 7 ans. Ça, c'est ça qui m'impressionne le plus. Wow! C'est déjà son 3e en 2025. Vous avez besoin d'un combattant, c'est une carte, vous prenez le téléphone, vous appelez Harlan, il y a des bonnes chances que vous 20h sur TVA Sport 2 ce samedi, carte préliminaire et 22h à la télé à la carte pour la carte principale. On passe aux actualités. Rumeurs, échos, coulisses, les plus récentes nouvelles. Le hype UFC. Il y avait un gala samouraï vendredi dernier, chapitre 15. Nouveau champion des 145 livres, Yohan Medi Zaidvan, qui est allé passer un KO à Gustavo Herak, le Brésilien. Honnêtement, j'ai pas eu la chance de regarder. J'avais mis sur ma liste. Je sais même pas si tu as vu. Est-ce que tu as vu le gala? Samouraï, est-ce que tu as eu la chance de regarder? OK. Zaidvan, il l'a emporté par KO, mais il a été impressionnant? Oui, il a fait une belle performance. En fait, il a démontré qu'il pouvait terminer le combat. Il a démontré que, je pense que dans sa tête, c'était clair qu'il se devait de terminer le combat. A démontré une belle attitude au niveau du combat debout, une belle maturité, surtout rester composé. Puis on le sait, sa lutte est tellement dominante. Puis rendu au sol, vraiment des bonnes frappes, du bon ground and pound, de terminer le combat de manière expéditive. Au deuxième round, hein?
Au deuxième round, exactement. Bon, fait que je pense que c'est fait maintenant une fiche de 7-0. Puis tu le disais, là, peut-être un certain manque de KO. Au niveau du spectacle, il devait aller chercher des victoires avant la limite. Et comme tu dis, il a livré la marchandise en combat de championnat en plus. Donc, un des beaux talents qu'on a, le Mehdi Zaidvan, produit du Tristar. Zachary Powell, qui est le nouveau champion de l'organisation à 170 livres. Il a battu le vétéran français Robert Serres. Installé, en tout cas, qui s'entraîne au Québec depuis longtemps. Un vétéran de l'organisation Samouraï. Une victoire par décision unanime. Ouais, victoire par décision unanime, exactement. Ça a été un bon combat. Les deux se sont lancés de bons coups. Powell a touché la cible un petit peu plus que Serres a été atteint à plusieurs reprises. Tentative de soumission aussi de Powell. Mais vraiment une belle guerre des deux combattants. Victoire, décision unanime de Powell qui lance par la suite une invitation à Danny Mallette pour le titre ici. Donc, ça serait un affrontement que plusieurs voudraient voir. Danny Mallette contre Zachary Powell pour la ceinture des 170-75 livres à Samouraï MMA. Ben là, Mallette n'est pas sur 2 défaites de suite, par exemple? En tout cas. Mallette était sur 2 défaites consécutives. Il a perdu Samouraï. Exactement. Il a perdu. Oui, exactement. Ton chum Joe Ramsey, lui, il est où, là? Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, Jonathan Ramsey. Est encore sur 2 défaites consécutives. Prépare un retour, Jonathan Ramsey. Devrait être de retour, je pense, semble s'entraîner fort. On a enterré la hache de guerre, moi, puis Jonathan Ramsey. C'est bon. Fait que je lui souhaite vraiment du succès à son retour. Je pense qu'il travaille fort pour ça. Fait que devrait revenir, je pense, en septembre pour faire le retour. Fait que si on l'invite au podcast, il n'y aura pas d'enjeu. Ah oui, on peut l'inviter au podcast. Ok, c'est bon. Non, ben, en plus, vous êtes même plus dans la même catégorie de poids, là, donc tout est passé à 185 livres. Donc, voilà. Pour ceux qui ne savent pas de quoi on parle, vous irez voir sur Internet ou sur les médias sociaux, si ça vous intéresse. Mais le monde des arts martiaux mix, plein de petits défis, plein de petites rivalités. Et on aime ça comme ça. Votre mise à jour hebdomadaire du dossier est à John Jones, Tom Aspinall, mesdames, messieurs. Tom Aspinall qui a fait une entrevue à Charles Sonnen cette semaine sur ESPN, au podcast. Avec Daniel Cormier, qui dit dans mon livre à moi, John Jones est à la retraite et je suis maintenant le champion incontesté des poids lourds. C'est l'histoire sans fin, tout ça. C'est vrai que c'est une histoire sans fin, mais il va falloir qu'on mette fin à cette histoire-là un jour parce que si c'est plate pour la catégorie des poids lourds, là, c'est sur la glace, puis on le sait, John Jones semble avoir le gros bout du bâton entre parenthèses, mais ne fait rien avec. Fait que c'est sûr que c'est plate pour quelqu'un comme Tom Aspinall qui est au sommet de ses performances, puis qu'en ce moment, lui, devrait être champion. Je suis allé voir la fameuse pétition dont on vous parlait. Là. Les pétitions dont on vous parlait. La pétition pour dépouiller John Jones de son titre de l'UFC, 183 000 signatures. Ça, c'était hier matin. Et la pétition pour qu'il le conserve, 958. Donc, c'est assez unanime. Les gens, le message est clair. Le message est clair. Les gens sont frustrés. Les fans sont frustrés. On peut les comprendre. L'UFC Mexico relocalisé à San Antonio. Ça, c'est un coup dur pour l'organisation en tant que telle. On misait beaucoup on voulait faire l'UFC 320 à Guadalajara. Donc, gala télé à la carte. Mais là, des délais dans les travaux dans cet amphithéâtre-là. Et là, on ramène ça aux États-Unis, en Californie, à San Antonio. Puis c'est plus l'UFC 320, c'est un gala régulier, Fight Night. Honnêtement, ça fait mal au niveau marketing, ça fait mal à l'organisation. Puis tu sais, le notché UFC, là, cette célébration des combattants mexicains, on devait faire une grande fête, puis ce sera pas le cas. C'est dommage. Ça fait en sorte que peut-être... Et ça... C'est peut-être un mal pour un bien parce que on voulait mettre un Mexicain en combat de championnat et tout le monde pensait et de grosses rumeurs voulaient que ce soit Yair Rodriguez pour la ceinture de 145 livres contre Alex Volkanovski, mais les fans ne voulaient pas voir ce combat-là. On disait que Yair Rodriguez n'avait pas ce qu'il fallait, n'avait pas la séquence de victoire nécessaire ou le palmarès nécessaire à ses derniers combats pour obtenir un combat de championnat contre Volkanovski. Donc peut-être qu'on va pouvoir aller dans une autre direction à 145 livres et donner le combat à Movsar Evloev, le Russe qui est sur une séquence qui est invaincu, je pense, qui est invaincu à l'UFC, qui mérite clairement une chance au titre contre Alex Volkanovski. Je sais pas ce que tu en penses. Là. Oui, ça pourrait être. Oui, je pense que c'est l'avenue à prendre pour cette catégorie-là. Je pense que c'est un combat qui est très intéressant de voir justement notre vieux loup Volkanovski qui redevient champion
un jeune qu'on n'a pas vraiment vu. Tu sais, il est nouveau un petit peu dans l'organisation, pas dans l'organisation, je dirais dans le top 5. On l'a pas vu se battre beaucoup. Son dernier combat, c'était contre Allen, à moins que je me trompe. Arnold Allen? C'est ça que je suis en train d'essayer d'aller voir. Là. Oui, c'était contre Arnold Allen, à moins que je me trompe. Puis c'était à l'UFC à Toronto. Puis depuis ce temps-là, il ne s'est pas rebattu, donc ça pourrait être intéressant de le voir combattre. Par contre, je pense pas que ça serait au Mexique. Non, c'est ça, exact. On pourrait faire ça dans un autre cadre, effectivement. Il est 19-0. OK, c'est pas compliqué. Il est 19-0 à l'UFC. 19-0 dans sa carrière. Il est, laissez-moi voir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9-0 à l'UFC. Et t'as raison, il s'est pas battu. En fait, c'est pas vrai, il s'est battu contre Aljamain Sterling à l'UFC 310. Ça, c'est au mois de décembre dernier. Ça fait 6 mois, là. Il a battu par décision unanime l'ancien champion Aljamain Sterling. Bref. Moi, je veux dire, au mérite, il faudrait faire Volkanovski contre Movsar Evloev. Très intéressant. Et en terminant, l'UFC Paris, on a annoncé ça cette semaine, l'événement annuel chez nos cousins. Je sais qu'il y a quelques personnes qui nous écoutent au SOS Podcast en direct de la France. Eh bien, vous aurez votre événement annuel. Ça va se passer le 6 septembre prochain au Accor Arena de Paris. On y va chacune depuis 2022. Et là, qui ce sera en finale? La dernière fois, ça avait été Benoît Saint-Denis. Est-ce qu'on va mettre Cyril Gane ou Gane va affronter Thomas Pennell dans un plus gros événement? Là, c'est un Fight Night, là, c'est pas un gala. Est-ce que ce sera le retour de Manon Fiorot? Bref, à suivre. Mais des bons combattants français, il en manque pas de toute façon pour être en finale d'un Fight Night à Paris, hein, Yoann? On est toujours fan d'un UFC à Paris, honnêtement. Exactement, et ça a été souvent l'occasion de mettre des Québécois aussi. Charles Jourdain s'est battu là-bas. Les combattants qui s'expriment en français. Bref, 6 septembre prochain du côté de Paris. Yoann, merci énormément. Prends soin de la petite. Merci à toi, mon Ben. On se retrouve la semaine prochaine. Ça marche. Merci tout le monde et à la semaine prochaine pour un autre épisode du SOS Podcast. Bon UFC 316 tout le monde. Ciao. SOS Podcast!